Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au moins 300 civils tués depuis fin novembre en Éthiopie par les bombardements aériens de l'armée fédérale dans la région du Tigré. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme fait part de son inquiétude. Au Cameroun, pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement met l'accent ces dernières années sur les filières professionnelles de formation orientée, notamment vers le secteur de l'agriculture. 20 000 jeunes ont été formés aux métiers agricoles depuis 2008. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2022, les équipes se préparent activement pour ce grand rendez-vous continental qui débute le 2 juillet au Maroc. L'occasion pour nous de nous poser la question de la place du football féminin en Afrique, le décryptage dans ce journal. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la levée de l'assignation à résidence de Nourdine Biri et Fatih Beldi en Tunisie. Le ministère de l'Intérieur avait justifié l'arrestation de ces deux cadres d'Ennahda par des soupçons de terrorisme, mais le vice-président du mouvement Ennahda et l'ancien cadre du ministère de l'Intérieur sont désormais libres. Libération ce mardi, après avoir été arrêtés le 31 décembre dernier et placés en résidence surveillée, 5 mois après le coup de force institutionnel du chef de l'État, Kais Saied. L'actualité également marquée en Libye par le Conseil des ministres de la transition avec à sa tête Abdelhamid Dbeiba qui décide de suspendre la mise en œuvre d'un accord avec les Nations Unies sur l'égalité entre femmes et hommes. L'annonce de cette suspension a été faite la veille de la Journée internationale des droits des femmes et d'après le communiqué officiel du gouvernement, cette décision a été prise, je cite, par précaution au regard du conflit de certains de ces articles avec les dispositions de la charia islamique. Plus de 300 civils éthiopiens ont été tués par des bombardements aériens en à peine 3 mois en Éthiopie, selon l'ONU, des victimes des opérations menées par le gouvernement fédéral avec à sa tête le Premier ministre Abiy Ahmed. La cible principale est la région du Tigré, mais l'Afar voisine est aussi concernée. C'est un sujet de la rédaction. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a fait part lundi de son inquiétude sur le nombre important de bombardements menés par les forces aériennes éthiopiennes, principalement au Tigré, mais aussi dans la région de l'Afar. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, Michelle Bachelet décrit une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, causant la mort de plusieurs centaines de personnes depuis la fin du mois de novembre. Le bureau a enregistré 304 meurtres et 373 blessés résultant de bombardements aériens au cours de la période considérée. L'envoyée éthiopienne au Conseil des droits de l'homme rejette de son côté les conclusions de Michelle Bachelet. L'état d'urgence a été levé. Des détenus et des prisonniers, y compris des personnalités du groupe terroriste, ont été libérés. L'Éthiopie réitère son ferme engagement à lutter contre les violations des droits de l'homme nées de notre engagement en faveur des droits humains. Aucune atrocité odieuse ne sera impunie dans notre pays. Le conflit au Tigré a commencé en novembre 2020, lorsque Abiy Ahmed y a envoyé l'armée fédérale pour combattre le Front de libération du peuple du Tigré, parti qui a détenu les leviers du pouvoir à Addis-Abeba entre 1991 et 2018 et qui, depuis son éviction, conteste l'autorité de l'actuel Premier ministre. Le Congo-Brazzaville et le Cameroun ambitionnent de construire un chemin de fer qui relierait Mbalam au port de Kribi, un axe de 510 km. Ce chemin de fer, si le projet parvient à être concrétisé par les deux États d'Afrique centrale, servira de terminal minéralier. Les précisions dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Le Congo et le Cameroun envisagent pour bientôt la construction de 510 km de chemin de fer dont le but est de connecter les sites miniers congolais
d'Avima, de Badondo et de Nabeba au port de Kribi pour faciliter l'évacuation du minerai de fer. Selon les autorités congolaises, les travaux de construction de ce projet devraient débuter au cours du premier trimestre 2022. Cette initiative devrait, de l'avis de certains experts, contribuer au développement économique des deux pays. La mise en œuvre d'un tel projet, pour moi, relève de ce que j'appelle, et tout le monde s'accorde là-dessus, des projets communautaires. Pour concrétiser la construction du chemin de fer Nabeba Mbalam dans les meilleurs délais, les ministres en charge des mines du Cameroun et du Congo ont signé un protocole d'accord pour relancer ce projet mis en place depuis 2012. Par ailleurs, ce projet devrait permettre d'améliorer l'exploitation du minerai de fer de Nabeba Mbalam à la frontière entre la République du Congo et le Cameroun. En même temps que le Congo est en train de chercher une voie économiquement viable pour évacuer les produits miniers, Kribi et donc le Cameroun aura une clientèle et donc du flux aussi bien en matière qu'en argent sur son port qu'il désire absolument rentabiliser. Il est donc dans l'intérêt des deux parties de pouvoir avoir cette voie de communication et cette activité économique qui profite aux deux parties. Soulignant que la construction de la voie ferrée de 510 km a été confiée au groupe chinois Ostino Resources Group Ltd et à son partenaire de Hong Kong, Bestway Finance Ltd. Par ailleurs, les autorités prévoient également la construction d'un port en eau profonde dans la région du sud du Cameroun. Retour à présent sur le lancement au Sénégal samedi dernier par le président Macky Sall de la deuxième phase du train express de Dakar, le TER qui relie depuis décembre en une vingtaine de minutes les 36 km qui séparent le centre de la capitale à la ville de Diamniadio. Le projet ferroviaire vise à désengorger Dakar et à terme, le trajet entre Dakar et l'aéroport se fera en 45 minutes avec ce train express. Amenechi. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a lancé le samedi 5 mars 2022 les travaux de la seconde phase du train express régional TER pour environ 204 milliards de francs CFA. Le nouveau tronçon de 19 km va relier la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Prévu sur une durée de 21 mois, les travaux visent à élargir la desserte de ce nouveau mode de transport à certaines villes situées en périphérie de Dakar qui ne bénéficient pas vraiment de l'offre depuis l'inauguration de la première ligne. À partir du moment où vous améliorez la mobilité urbaine des personnes, vous leur permettez de travailler un petit peu plus, de travailler beaucoup plus même. À partir du moment où les gens travaillent plus, ils produisent plus et donc ils mettent sur le marché beaucoup plus de produits et de services d'une manière beaucoup plus efficace et l'activité commerciale autour de ces marchés-là vont générer des recettes fiscales. Ces 19 nouveaux kilomètres du TER s'ajouteront aux 36 kilomètres déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 kilomètres en deux voies. Par ailleurs, les autorités sénégalaises prévoient la construction de la passerelle piétonne de Sébikotane et le pont de traversée pour faciliter la mobilité. 7 autres trains s'ajouteront au parc des 22 déjà existants. Le plus important pour l'État sénégalais et pour les États en général, lorsqu'on améliore la mobilité urbaine, c'est de pouvoir permettre le développement de l'activité économique. C'est surtout ça qui est véritablement visé. Et c'est clair que si l'activité économique est développée, les recettes fiscales suivent. Et ce qu'on a vu avec le TER, c'est que des personnes qui passaient énormément de temps dans leur voiture et avaient des problèmes pour se rendre sur leur lieu de travail, ont vu leur vie diamétralement changer. 200 travailleurs seront recrutés dans le projet, concourant ainsi à la valorisation de la main-d'œuvre locale. Ces différentes infrastructures, une fois opérationnelles, renforceront l'offre de transport public tout en réduisant les flux et en désengorgeant la capitale. Les défis de la formation au Cameroun, dans un contexte marqué par un chômage important, surtout chez les jeunes qui font face à des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail. L'État se dit toujours engagé dans une politique visant à mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des filières plus professionnalisantes. L'agriculture est l'un des secteurs ciblés par les initiatives du gouvernement. Eh bien, depuis 2008, ce sont au total 20 000 jeunes qui ont pu être formés aux métiers agricoles. Reportage Viviane Bauken, Joël Ballot.
Depuis 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches a permis de former près de 20 000 jeunes dans les métiers de production. Parmi ces jeunes, 4 800 ont pu à date créer des exploitations et des unités de pêche dans le pays. Pour le coordonnateur du projet, la formation et l'employabilité du jeune Camerounais sont au cœur des missions du PCP AFOP. Mais il faut dire que c'est ce qu'on voit. Mais il faut dire que ces jeunes sont positionnés dans 15 filières stratégiques où ils font de la production, de la transformation et de la commercialisation et génèrent, on vient de le calculer à partir de notre logiciel sur l'économie de la formation, le retour sur investissement, ils génèrent aujourd'hui 12 milliards de francs à partir de leur installation. Et il faut dire que nous avons calculé, le jeune coûte à l'État du Cameroun à peu près 2 millions pour sa formation et son installation. Et il rembourse à l'État au pays, il rembourse au pays 1 an et demi plus tard tout ce qui a été investi pour lui. Nous pensons que c'est donc une bonne allocation de ressources qui permet au Cameroun de se développer. À côté de ces missions de formation, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle est également une niche d'emploi. Depuis sa création, il a contribué à la création de près de 16 000 emplois dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. À long terme, le programme vise à institutionnaliser le dispositif de formation et d'insertion des jeunes, ceci à travers le développement des bassins de production. Les jeunes sont aujourd'hui socialement reconnus, professionnellement reconnus. On leur donne une considération. Aujourd'hui, ils ont la parole en faisant le métier d'agriculture, élevage et pêche, ce qui n'était pas donné dès le départ. Nous pensons que cette reconnaissance sociale, professionnelle et économique, bien sûr, puisqu'il faut vivre du métier, nous semble être des résultats hautement intéressants que le programme a pu apporter dans le sillage économique du Cameroun. Lancé en 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches fait face à un défi, celui de la pérennisation. L'enjeu aujourd'hui est d'insérer dans les cycles de formation des mécanismes de migration de l'agriculture classique à l'agroécologie. 12 nations, vous le savez, sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de football, prévue au Maroc du 2 au 23 juillet. Les préparatifs se poursuivent sur place et pour les équipes également. En attendant la compétition, nous nous sommes posé la question de la place du football féminin en Afrique. Alors comment évolue-t-il et quels sont les progrès ces dernières années? Élément de réponse dans ce sujet de José Douglas. Effectivement, beaucoup de projecteurs sur ce football féminin en Afrique, avec de nouveaux pays qui émergent dans la discipline, et nous l'avons encore remarqué lors des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera au Maroc. Un retour sur les derniers résultats et les qualifiés lors de cette dernière journée. Et le Burundi qui bat Djibouti 5-0, Namibie et Zambie font match nul, 1 but partout. Le Sénégal perd devant le Mali 1-0 mais gagne sur tir au but 3-2. Burkina Faso, Guinée-Bissau 1-0. Guinée équatoriale, Tunisie, 3-2 et la Gambie perd devant le Cameroun, 2-1. Côte d'Ivoire perd aussi devant le Nigeria, 1-0. Kenya-Ouganda et forfait du Kenya. Gabon-Togo, 2-1 pour les Togolaises et Botswana-Zimbabwe, 2-0 pour le Zimbabwe. Enfin, Algérie-Afrique du Sud, 1 but partout. Les qualifiés, donc le Maroc, pays organisateur, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie, une première pour le Burkina Faso, le Togo, le Botswana et le Burundi. Les Togolaises, toutes heureuses de participer à cette fête. On a dû se battre à fond pour y arriver. Ça n'a pas été facile, surtout d'aller battre le Gabon à domicile, mais on était motivés pour ça, on était dynamique, on avait la même vision et mobilisés surtout. Et on l'a fait. Dans la sélection togolaise, entraînée par Mme Tometi Kai, nous retrouvons une joueuse qui évolue à l'étranger. Elle s'appelle Ouaidikou Mafili, attaquante à Yzeure en France. Et nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce football féminin togolais. Il y a plein de filles qui jouent au football au Togo. Et ça travaille partout, individuellement comme collectivement. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais bon, on n'a pas peur.
Le Cameroun aussi. Oui, il y a le Cameroun, bien sûr, mais on n'a pas peur, c'est l'objectif. Et c'est un rêve, donc tout va se jouer sur le terrain. On va bien on a 3 mois, on va se préparer pour ça. Cette CAN féminine est très attendue au Maroc. Celle prévue en 2020 devait se dérouler au Congo-Brazzaville, mais la CAF a préféré l'annuler car tout le continent était touché par le coronavirus. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.